Bonjour, aujourd'hui pour mes carnets de cheminement, je suis accompagnée de Stéphanie. Je suis d'ailleurs chez elle, elle m'accueille et elle va nous partager son histoire, tous les chemins qu'elle a parcourus pour en être arrivée là où elle est aujourd'hui. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Alors Stéphanie, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Stéphanie Lechat, je suis kinésiologue. Voilà, je suis aussi maman de 2 enfants, dont une qui est décédée il y a bientôt 1 an, le 5 octobre, ça fera 1 an. J'ai un parcours assez tumultueux, mais qui me fait être bien vivante aujourd'hui et de tenter de profiter de chaque petit bonheur de la vie. Alors, du coup, peux-tu partager aussi ce qui est arrivé justement à ta fille et ton histoire par rapport à ça? En mars 2024, j'ai appris que ma fille, qui avait 15 ans à ce moment-là, avait un cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires, un cancer très rare et agressif. Et donc on a su ça le 7 mars et elle allait avoir 16 ans le 11 mars. Donc elle a eu comme cadeau d'anniversaire la pose de sa chambre pour avoir la chimio. C'est une bombe nucléaire dans notre vie à ce moment-là. Alors on savait que, moi je me rendais bien compte que Lila elle n'était pas très en forme depuis septembre 2023, mais elle rentrait au lycée. Donc on a fait des examens de santé, elle avait un taux de globules blancs assez bas, mais elle avait été malade un peu. Donc en novembre, on a fait une échographie des ganglions au niveau de la gorge, tout allait bien. En décembre, on devait faire un bilan sanguin quand elle serait plus en forme, sauf qu'on a eu tous les deux la Covid, donc on n'a pas fait le bilan sanguin à ce moment-là. Et en janvier, alors qu'elle semblait aller mieux, on a fait cette prise de sang et là le médecin s'est rendu compte qu'elle avait un bilan hépatique digne de quelqu'un qui avait plus de 70 ans, obèse, diabétique, alcoolique, sachant que Lila faisait 1m59 pour 42 kg. Oui, puis elle était jeune. Elle était très jeune, que c'était une jeune fille qui ne mangeait pas de sucre, qui n'avait rien testé dans la vie. Voilà, le médecin, premier examen clinique, il s'aperçoit, cliniquement il n'y avait rien, mais il demande quand même une échographie du foie. Et donc j'ai réussi à en avoir une 1 mois après. Mais entre-temps, il refaisait toutes les semaines des bilans sanguins et on s'apercevait qu'elle avait eu une hépatite A, la mononucléose, mais en même temps à cet âge-là, bon, ça paraît normal, en tout cas classique, c'est pas étonnant. Et puis il la revoit début février et là il s'aperçoit que son foie est vraiment très gros. Il demande à l'hôpital de l'hospitaliser, sauf que sachant qu'il y avait une échographie du foie fin février, il préférait attendre en disant qu'on allait bien voir à ce moment-là, mais ses taux hépatiques, notamment le gamma-GT, n'arrêtaient pas d'augmenter. Le 26 février, jour de mes 41 ans, Lila a fait son échographie du foie et l'échographe s'est bien rendu compte que son foie était très gros, mais ne voyait rien aux images particulièrement. Donc le lendemain, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir une date pour un scanner. Et là, on était les dernières patientes de la matinée et le radiologue a voulu m'avoir au téléphone, en me disant que ce qu'il voyait dans le foie, le pancréas, c'était pas du tout normal et qu'il fallait l'hospitaliser d'urgence. Moi, à ce moment-là, j'ai bien senti que c'était grave. Je l'ai tout de suite ressenti. Comment tu te sens, toi? À ce moment-là, j'ai Lila qui est face à moi et je me dis, faut que je sois forte, en fait. Faut que je lui... Elle se rend bien compte, mais en même temps, à l'intérieur de mon corps, j'ai des sueurs froides. J'ai l'impression que je vais faire un malaise, mais voilà, l'idée, c'est pas non plus de l'effrayer. Donc, tu as ce que tu dégages à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Vraiment, de me dire, faut que je garde la face pour ma fille, mais en même temps, j'ai l'impression déjà de me liquéfier complètement à l'intérieur. J'appelle son papa.
Et on va, donc le médecin, le radiologue nous dit, vous n'attendez pas, vous allez tout de suite aux urgences. Tout en sachant que Lila détestait les prises de sang et que déjà d'avoir fait le scanner avec le produit et tout, c'était déjà une grande victoire pour elle, plus toutes les prises de sang qu'elle faisait depuis janvier. Et donc là, on est accueillis, donc on se rejoint avec son papa, et on est accueillis directement au service pédiatrique, enfin hôpital de jour pédiatrique du Mans, et commence là une batterie d'examens. Entre-temps, j'explique que Lila n'a plus ses règles depuis septembre, mais étant assez mince, c'est pareil, c'était pas complètement étonnant. Et ils lui font plein de tests, notamment le taux de calcium, et moi je me rends très bien vite compte que le taux de calcium élevé, c'est souvent lié à un cancer. Ils lui font des radios des poumons, des ovaires, parce qu'ils ont d'abord pensé à un cancer des ovaires. Et puis, non, c'était toujours pas ça, donc on apprend que le 29 février, elle serait transférée au service oncologique pédiatrique d'Angers pour faire une biopsie du foie. Donc là, la pédiatre est avec nous dans la chambre et elle nous explique ça, et Lila voulait toujours tout savoir sur ce qui lui arrivait. Donc elle était avec nous à ce moment-là et je lui explique, mais Lila, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un service oncologique ? Elle me dit non. Donc je lui dis c'est un service pour les cancers pour les enfants. Donc là elle regarde la pédiatre, elle lui dit mais vous pensez que j'ai un cancer ? Et la pédiatre lui dit écoute, là on est dans un entonnoir et on essaie d'éliminer au maximum nos hypothèses, on part du plus grave. Donc je ne sais pas. Donc le 29 février, donc Lila est rentrée à l'hôpital le 27 février. Elle n'en ressortira la première fois que le 16 mars, tout en sachant que à ce moment-là, on a aussi notre autre fille, Janelle, qui avait 13 ans à ce moment-là. Et alors, dans notre malheur, ça tombait bien, c'était les vacances scolaires, donc elle a pu être prise en charge par la famille, les amis. Vous étiez entourés? Oui, tout le temps. On a toujours, et puis on a tout le temps mobilisé une armée derrière nous. Oui, vous n'avez pas en plus hésité à aller saisir et mobiliser tout votre entourage. On en a tout de suite parlé, sachant que comme moi j'étais déjà inquiète depuis un petit moment quand même. J'en avais déjà parlé à mes sœurs, à mes parents, enfin voilà, je m'inquiétais quand même déjà. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lila, malgré tout, elle mangeait beaucoup moins et c'était une grosse mangeuse malgré sa morphologie. Elle avait très froid, mais on était en hiver, et elle était très très fatiguée. Mais ça pouvait être aussi dû à la mononucléose et l'hépatite A qu'elle avait eu précédemment. Mais c'était quand même des signes qui, toi, en tant que maman, t'inquiétaient. Ouais, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc on arrive à l'hôpital d'Angers, et là, Lila est prise en charge. Et puis tout de suite, moi, une auxiliaire de puériculture vient me voir et me dit mais donc, je vais vous montrer le service. Donc là, vous avez le frigo avec des étages pour chaque parent. Et là, moi, je me dis mais non, en fait, vous n'avez pas compris, je ne vais pas rester. En fait, on fait juste un petit passage et on repart. Et puis, en fait, non. Alors nous, on s'accroche à beaucoup de signes. C'est ce qui nous fait aussi aujourd'hui continuer de voir notre Lila un petit peu partout. Et la chambre s'appelait la chambre 411, sachant que son papa est du 11 avril, que Lila elle est née le 11 mars, que sa cousine est du 11 décembre. Voilà, le nombre 11 est très fort dans notre famille. Donc on se dit, allez, on va être dans notre petite bulle. Et donc à ce moment-là, donc le 29 février, biopsie qui s'est fait sous anesthésie locale. Donc, très courageuse à ce moment-là. Il y a un manip radio qui est venu lui faire de la sophrologie. Et puis on l'a accompagnée jusqu'au bloc. Et puis voilà, elle s'en est très bien sortie à ce moment-là. Et toi, comment on se sent là? Nous, c'est l'horreur. On se pose 10 000 questions. On a peur en fait. On a peur, on sent que c'est grave. On voit tous ces enfants dans le service qui ont des cancers, des tout petits, des bébés. Et puis, alors à l'hôpital du Mans, ils nous avaient bien préparé en nous disant mais vous allez voir, Lila va être prise en charge, il va y avoir plein de machines, vous faites de la place, vous emmenez des choses qui lui font se sentir bien chez elle. Et je me souviens qu'au moment où elle a été prise en charge dans l'ambulance pour aller à Angers,
Dès qu'elle a été prise en charge dans l'ambulance, moi je me suis effondrée en pleurs dans le couloir, quoi. C'était tellement dur de la voir dans l'ambulance et de sentir qu'effectivement ça allait vraiment être très grave. Et tu as réussi à lâcher finalement quand elle n'était pas à côté de toi. Oui, exactement. Et les infirmières m'ont bien entourée à ce moment-là, elles ont été très présentes. Il y a le papa de Lila qui m'a rejoint. Tout en sachant que nous, on est divorcés depuis 2016. Mais on est toujours resté en très très bon contact. Et je me souviens être aussi un soutien l'un pour l'autre. Exactement. Et la première fois, le 27 février, quand on est rentré à l'hôpital, Lila, quand elle a eu ses perfusions, et moi je l'ai rapidement emmenée en hypnose pour l'aider à vaincre sa phobie des aiguilles. Et ensuite, je me vois être au bout du lit avec son papa, et la première chose qu'on a faite, c'est se tenir la main, quoi, en se disant bon, on est parti pour un long combat. On a toujours promis à nos filles qu'on serait un couple parental, voilà, qu'on n'était plus un couple d'amour, mais un couple parental. Et une fois, pendant la maladie, on avait dit à Lila, bon, t'étais pas obligée d'être aussi malade pour vérifier qu'on était bien un couple parental. Mais il y avait cette union, il y avait cette force. Oui, tout de suite. Et donc nous voilà, donc Lila elle passe la biopsie du foie, et la pédiatre qui la prend en charge nous dit qu'elle fera tout pour avoir les résultats avant son anniversaire le 11 mars, mais sachant que c'était un temps quand même assez restreint. Et donc là on reste à l'hôpital, on alterne chaque nuit, une fois c'est son papa, une fois c'est moi qui dormons à l'hôpital. On va, il y a une salle de petit-déj pour la famille, mais premier matin où j'y vais, moi c'est trop anxiogène, on me demande ce qu'a ma fille, je sais pas encore. Enfin, donc on décide de rester dans notre bulle, la chambre 411, c'était notre bulle. Et puis en fait après, ouais, on est resté jusqu'au 16 mars, mais en tout cas jusqu'au 7 mars, on était vraiment dans l'attente des résultats, et là, c'est l'enfer, quoi. Mais Lila n'arrêtait pas de dire, mais moi je veux savoir ce que j'ai, je veux connaître ma maladie, en fait. Elle sentait à l'intérieur d'elle que ça allait vraiment pas. Et comment vous gériez tous ensemble cette angoisse ? On a joué, on a fait beaucoup de jeux de société. À ce moment-là, Lila, elle avait quand même par moment de l'appétit, vu qu'elle n'avait pas encore de traitement, donc on en a profité comme ça. On a des amis qui sont venus nous voir, on a notre famille qui est venue nous voir, donc, mais c'est comme s'il n'y avait plus de temps, en fait, comme si le temps il était suspendu. Nous, immédiatement, notre médecin nous a mis en arrêt de travail. On était focalisés, on savait que le 7 mars à 12h30, on avait rendez-vous avec la pédiatre pour avoir les résultats. Donc, mais on a réussi pendant une semaine à être dans notre temps à nous, et de se dire, mais en même temps, même quand on était ensemble, on n'a jamais eu autant de temps tous les deux avec notre fille, quoi. Donc on en profitait. Et puis Lila, à ce moment-là, elle était à peu près en forme. Elle n'avait pas de fièvre, elle n'avait pas de symptômes, elle était asymptomatique. Et d'ailleurs, elle avait dit à la pédiatre, bon je sais pas ce que j'ai, mais déjà j'ai de la chance parce que je suis asymptomatique. Mais elle voulait savoir. Mais c'était vraiment un temps hors du temps. Et moi surtout, dès que Lila elle est rentrée à l'hôpital, je me suis mise à écrire, en fait. Chaque jour, je me suis mise à écrire. J'ai commencé à réécrire le début de sa vie, et puis ce que je ressentais chaque jour, et puis ce qu'elle pouvait nous dire aussi, la force qu'elle avait. Donc ça a vraiment été un exutoire pour moi. Et puis à l'hôpital, il y a aussi tous les soignantes qui sont vraiment très attentifs, qui sont en même temps discrètes. Elle a fait un peu de sport. Après, Lila, elle ne voulait pas spécialement sortir de sa chambre parce qu'elle ne voulait pas être au contact des autres enfants qui avaient leur traitement. Elle se protégeait aussi. Oui, c'est ça. Et puis ça lui faisait peur, je pense, de voir les enfants sans leurs cheveux. Donc peut-être qu'elle ne voulait pas non plus y croire à ce moment-là. Et donc le 7 mars,
À 12h30 arrive la pédiatre avec la coordinatrice de soins, l'interne et puis un oncologue du service pour adultes parce que ils n'ont pas l'habitude de traiter ça chez les enfants, ce cancer-là. Et donc là, on nous annonce que c'est un cancer et qu'il est agressif, très rare, avec un nom à cholangiocarcinome à rallonge. Donc là, moi j'étais... Lila, elle était au milieu de nous, moi j'étais à sa droite, il y avait Lénie à sa gauche et les 4 soignants au bout là. Et en fait, moi je suis en mode combattant quoi. Je pleure pas, j'écoute, j'absorbe le maximum d'infos, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Lila s'écroule, son papa s'écroule. Moi je dis non mais je veux comprendre en fait. C'est toi qui te portes à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, j'ai l'impression que faut que je tienne le coup quoi. Donc j'absorbe, on demande si il y a un traitement, donc l'oncologue nous dit que oui, il a un plan A, un plan B, mais qu'ils vont tester parce qu'ils ne soignent pas ces cancers-là normalement chez les jeunes. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça dure, encore une fois, quand on est à l'hôpital, il n'y a plus trop d'espace-temps, surtout à ce moment-là. Je fais un peu le parallèle avec la naissance en fait, où quand on est avec notre bébé et il vient de naître et il n'y a plus de temps, là c'est pareil en fait, il n'y a plus de notion de rien, il n'y a que nous 3. Et là moi je comprends que, ouais vraiment, déjà mon pressentiment il était bon malheureusement et que il allait falloir combattre quoi. Et donc on digère les informations, les soignants s'en vont et puis ils nous disent qu'ils repartiront plus tard. Donc là, on s'écroule tous les 3, on comprend pas ce qui nous arrive, on comprend pas. Ouais, vraiment, moi, je comprends plus rien. J'ai l'impression que... de toute façon, j'ai mis des jours à pouvoir... alors, j'arrivais à écrire sur PC, par exemple, ce que je ressentais, mais à remplir des papiers, impossible, j'y arrivais plus, quoi. Je comprenais plus les mots que je lisais. Alors, la psychologue, après, m'a dit, mais c'est un choc traumatique, en fait, que vous avez eu. Et donc tout de suite, Lila, elle dit, mais en fait, il va falloir positiver pour avancer. Donc ouais, effectivement, c'est ce qu'on va faire. Et puis, il y a un traitement. Donc on va prendre les choses comme elles viennent. Une par une. Et c'est Lila, finalement, qui remet un petit peu la locomotive en route. Voilà. Et elle disait, mais quelque part, je suis soulagée de savoir ce que j'ai, en fait. De ne pas m'être trompée dans ce que je ressentais dans mon corps. Et donc dès le 8 mars, avant même qu'elle ait la pause de sa chambre, ils lui font passer la première chimio par perf, qu'elle avait gardée depuis une semaine parce qu'elle voulait tellement pas la changer que voilà, les infirmières lui ont fait confiance. Et donc moi à chaque fois qu'elle avait des soins, qu'elle était piquée, dépiquée, je l'emmenais toujours en hypnose en fait. Et Lila imaginait très souvent qu'elle partait à Bali, alors qu'on n'y avait jamais été. Et souvent elle emmenait une infirmière avec elle, une aide-soignante, enfin quelqu'un de la famille, et voilà. Toujours généreuse et à emmener tout le temps avec elle. Très souvent sa sœur. Ouais. Mais ouais. Et ouais, non, exactement. Elle ne partait jamais seule. Et puis, et là, en fait, c'est comme si, tout d'un coup, son corps, il avait fait un déni de la maladie. Et son corps, là, à partir du moment où on a su, son ventre a gonflé, en fait, par rapport au foie. Elle avait de l'acide dans le ventre. Et jusqu'à présent, comme un déni de grossesse, quoi. Tout d'un coup, on sait, paf, elle a commencé... Le corps s'autorise à être malade, finalement. Exactement, ouais. Donc nous, on n'a jamais posé la question de savoir combien de temps, est-ce qu'elle allait guérir ou pas. On n'a jamais osé poser la question, mais moi, dans mon fort intérieur, je me doutais bien que vraiment ça allait être compliqué pour elle. Donc c'était vraiment être au jour le jour, pas après elle. L'aider à prendre sa douche. À chaque fois que je lui peignais les cheveux, elle avait les cheveux très longs, jusqu'en bas des fesses, et du coup je me disais, allez, t'as la chance de faire ça, prends soin d'elle. Et en même temps, elle voulait pas qu'on l'aide si on lui demandait pas. Donc des fois, c'était aussi d'être dans la justesse par rapport à ça,
avec une ado aussi de 16 ans. Hein. Et puis que chacun ait besoin de cette aide-là finalement. C'est ça. Alors nous on communique énormément hein, avec son papa, on communique avec elle, avec sa sœur. Donc il n'y avait pas du tout de tabou. Mais c'était de faire attention à ce que chacune garde bien sa place, en essayant de lui laisser son autonomie à ce moment-là. Parce que 16 ans, c'est quand même l'âge où on devient indépendant et hop, c'est comme si elle dit mais tout d'un coup, j'ai l'impression de revenir en arrière au moment où j'étais censée m'envoler. Donc ça a été difficile pour elle et de voir son corps changer aussi. Donc voilà, donc elle est partie pour des traitements de chimio. Et début mai, c'était les premiers nouveaux examens, scanner, TEP scan. Et là, on s'aperçoit que le traitement a stabilisé la maladie. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc Lila est rentrée le 27 février à l'hôpital, elle en est sortie le 16 mars. Elle est rentrée à la maison. Et à ce moment-là, elle a eu un chat pour son anniversaire, qui tout de suite a été mis directement vers elle en fait. Impressionnant, on s'est mis contre son ventre. Et puis il fallait gérer aussi sa sœur qui entre-temps avait repris le collège, elle. Et tout de suite en fait, Janelle, elle m'a dit mais maman, c'est quoi le pire qui puisse arriver à Lila? Et je lui dis le pire c'est qu'elle décède. Voilà. On va tout faire pour que ce soit pas le cas, les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais je peux pas te mentir, effectivement, le pire c'est peut-être qu'elle décède. Donc voilà, Janelle, elle a appris rapidement en maturité aussi. Hein, et puis elle a réussi à aller au collège, de faire sa vie d'adolescente. Toujours pendant les vacances, elle était chez des amis, chez la famille. Tout le monde a pris en charge aussi autant que possible. Et nous, en essayant un soir sur deux de pouvoir être avec elle aussi, de faire en sorte que elle garde la même importance que sa sœur. Et que c'était pas parce que Lila était malade que tout d'un coup Janelle avait moins de valeur. Qu'elle ait toujours sa propre place. Exactement. Et ça a été vraiment notre leitmotiv pendant toute la maladie, de dire attention, Janelle, elle a toute sa place. Donc, mais plutôt bonne nouvelle, sauf que, alors entre-temps, entre ces chimios, les chimios, elle les faisait toujours à Angers, et généralement, elle dormait une nuit là-bas. Et autrement, elle avait des bilans sanguins à l'hôpital du Mans, donc on était en moyenne entre 2 et 3 fois par semaine à l'hôpital. Donc moi, à ce moment-là, j'ai arrêté mon activité de kinésiologue, tout en sachant que j'étais en même temps principale adjointe, parce que je lançais aussi mon activité de kinésiologue, et que je m'étais dit que j'allais faire en sorte d'être disponible en septembre 2024 pour être que kinésiologue. Mais ça faisait déjà plus d'1 an que je faisais ma double activité pour avoir ma clientèle. Donc là, j'ai tout arrêté. Et puis en mai, Lila, elle a eu un moment aux vacances. De nouveau, c'était la première fois qu'elle était en aplasie parce que la chance qu'on avait, c'est que son traitement ne faisait qu'elle n'était que très rarement en aplasie. Donc elle pouvait être tout le temps à la maison avec nous. Mais en mai, de nouveau, pas bien du tout. Et puis en fait, les traitements faisaient que elle vomissait beaucoup. Donc elle n'arrivait plus rien à manger. Donc je pense qu'en mai, elle devait faire 33 kilos peut-être. Donc elle a été sondée. Donc ça a été vraiment difficile. Tout en sachant que ses cheveux commençaient de plus en plus à tomber, mais elle ne voulait pas les couper. Elle voulait les laisser partir naturellement, c'est ce qu'elle disait. Et donc elle a de nouveau été hospitalisée 15 jours pendant les vacances, ce qui était de nouveau pratique pour pouvoir gérer Janelle, qui est partie en vacances avec ma famille à ce moment-là. Et ensuite, au bout de ces 15 jours, elle a réussi à remonter, mais elle était plus capable d'accepter la dose de produit initiale. C'était trop fort. C'était trop fort pour elle. Pour son corps, elle ne supportait pas. Donc voilà, donc s'en est suivi donc les premiers bilans là en mai où ça a stabilisé, et puis mi-juillet de nouveau elle refait les bilans, et là en fait la maladie pour le coup elle était stable, mais c'était quand même
pas une bonne nouvelle, c'est-à-dire que... Ça n'avait pas régressé. Non, ça n'avait pas régressé, mais... Et entre-temps, en fait, donc son dossier était suivi à l'hôpital de Necker, et entre-temps aussi, elle a eu une biopsie du pancréas, parce qu'ils avaient quand même du mal à croire que c'était ce cancer-là pour les enfants. Donc, ils se demandaient si c'était le foie qui agissait sur le pancréas ou le pancréas sur le foie. Et donc ils se sont aperçus qu'elle avait une tumeur dans le pancréas, mais qu'après autour du foie c'était des métastases, c'était mouvant et que ça se développait très vite quoi. Toujours. Donc mi-juillet, ouais, c'est pas une très bonne nouvelle quand même. Alors entre-temps, on a essayé de sortir un peu, de l'emmener des fois une journée au croisic, mais elle était tellement fatiguée que c'était compliqué pour elle. C'est difficile pour elle finalement de profiter aussi de ce qui se passait à l'extérieur. Ouais. Et puis elle était très très fatiguée. Elle avait du mal à accepter que les gens la voient comme ça, avec plus de cheveux, son ventre un peu gros, mais par ailleurs toute maigre, quoi. Moi j'avais l'impression de voir quelqu'un dans les camps de concentration, quoi. Enfin, c'était difficile de la voir toute nue. Par moments, en plus, elle avait besoin qu'on l'aide. Donc, de faire en sorte qu'elle ne voit pas la peur non plus, ou peut-être même le dégoût parfois de la voir comme ça dans mes yeux. Donc, et à ce moment-là, on a rencontré aussi Mireille, qui avait ouvert la boutique Mes Hirondelles peu de temps après qu'on sache pour Lila. Donc on avait été là-bas pour qu'elle ait une prothèse capillaire. Et finalement, prothèse capillaire qu'elle n'a jamais mise, parce que le jour où elle l'a mise, elle s'est dit non, en fait, c'est pas moi, je vais m'assumer. Donc il y avait quand même ce je veux pas qu'on me voie, mais je vais m'assumer telle que je suis. Et toujours cette combativité finalement. Ah oui, toujours. Ouais. Oui, un jour, parce qu'elle avait beaucoup de supplémentation, en plus de la chimio. Donc quand elle a eu sa sonde nasogastrique, nous on lui donnait à manger du coup par la sonde, mais elle avait d'autres médicaments, elle avait du potassium, et en fait c'était pas bon quoi, et en fait elle en avait marre, elle voulait plus les prendre tous ces médicaments. Et moi un jour je lui dis mais tu sais Lila, après si tu veux qu'on arrête, on arrête en fait. Je comprendrais que ce soit trop difficile pour toi. C'est ta maladie, nous on est là que pour t'accompagner, mais tu es aussi en âge de prendre tes responsabilités par rapport à ça. Et ce serait ton choix, et ce serait difficile, mais on l'accepterait parce que moi j'entends à quel point c'est difficile pour toi. Et ça l'avait fait réagir autrement en disant mais n'importe quoi, moi je veux prendre je veux continuer le traitement, donc ça l'avait fait... Et en même temps, tu l'as remise dans sa place d'adolescente aussi, avec ses propres choix, et non plus dans cette place de malade. Exactement. Aussi. Et en lui disant, mais la maladie, elle est en toi, mais tu n'es pas ta maladie non plus, en fait. Et on était accompagnés aussi par le service, un service psychologique, service pédiatrique d'Angers. Et elle ne voulait pas la voir, la psy. Elle m'a dit, mais moi, je parle assez avec vous. Et la psy m'avait dit, donc pour moi elle me servait de relais la psy, parce qu'en fait quand Lila elle avait des remarques, des réflexions, du coup j'en parle à la psy, voir si moi la réponse que je lui avais donnée, mais elle me disait la psy, mais en même temps si vous laissez tomber, je lui dis mais parce que du coup on lui donne un cadre horaire quand même pour des fois se doucher, elle me dit oui, mais en même temps c'est comment pour vous la règle? Je dis mais la règle c'est le cadre, c'est la sécurité. Elle me dit oui, donc qu'est-ce qu'elle pourrait penser si vous arrêtiez de lui donner le cadre? Je lui dis que je laisse tomber en fait, qu'il n'y a plus d'espoir. Elle me dit oui, donc non, vous êtes dans la justesse en fait quand vous faites ça. Donc cette Violaine, elle était vraiment permis par moment de faire le relais. En plus, elle avait toujours des questions. Je me souviens une fois, on était allongés là sur le canapé, elle était levée à l'intérieur de moi, et puis elle me dit mais tu sais maman, j'ai l'impression que mes grands-parents ils veulent beaucoup me voir. Elle me dit, mais je crois qu'ils pensent que je vais mourir. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que j'ai pas réfléchi à la question. Donc je lui dis, mais tu sais Lila, en fait quand on n'est pas... Non, et elle m'a dit, mais toi, est-ce que tu penses que je vais mourir? Je lui dis, quand on est parent, potentiellement, on peut des fois avoir peur que nos enfants meurent d'un accident de voiture,
J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Et elle m'avait dit, mais moi, je pense pas que je vais mourir. Je sens que je vais guérir à l'intérieur de mon corps. Et je lui dis, bah écoute, c'est ce que tu ressens toi à l'intérieur de ton corps qui est le plus important, tout de suite là. Donc il y avait des fois ces phrases-là qui pour moi me donnaient un peu espoir. Je m'accrochais à ça en me disant, bon, il faut que je fasse confiance à ce qu'elle ressent dans son corps. Et puis début août, on a eu un petit moment suspendu, c'était les JO. Et en fait, en août, elle avait quand même, depuis mai, parce qu'il y avait eu l'anniversaire de ma maman en mai, et elle ne voulait pas y aller. Il y avait mon neveu, ma nièce, et elle me dit, mais moi, qui avait 1 et 3 ans à ce moment-là, elle me dit, mais moi, je veux pas qu'il me voit comme ça, je veux pas qu'ils aient cette image-là de moi. Je lui dis, mais tu sais qu'ils te voient comme ça, ou avec un changement de lunettes, à leur âge, ils s'en rendent pas compte. Mais elle voulait pas venir. Je lui dis, écoute, moi, je vais pas me priver et priver Janelle d'un moment de famille. Donc en fait, je vais pas te laisser le choix. Alors, on en avait discuté avec son papa avant. Et finalement, elle est venue. Donc mes parents habitent à La Flèche. Et ça a été un beau moment pour elle. J'ai appris que, sur le moment qu'elle avait écrit une lettre à ma maman pour lui souhaiter un bon anniversaire. Donc je me dis, bon, elle avait fait ça quand même. Oui, tout en sachant qu'aussi elle avait des cours à domicile. Les enseignants venaient lui donner des cours. Elle continuait à avoir des cours. Enfin voilà, on essayait quand même d'avoir un rythme qu'on définissait avec elle de façon à ce que ce ne soit pas non plus complètement une contrainte, mais qu'elle ait un rythme. Voilà, le soir, d'avoir des petits rituels aussi. Et puis, donc début août, ses 2 meilleures amies sont venues voir avec elle les JO à la maison, une bonne après-midi. Donc elle n'avait plus de cheveux, enfin elle avait sa sonde et malgré tout, elle était ok pour se confronter au regard de ses amis garçons, ses 2 meilleurs amis garçons. Et quand ils sont partis, elle m'a dit, tu sais maman, j'ai oublié que j'étais malade pendant qu'ils étaient là. Et c'est le plus beau cadeau en fait qu'ils aient pu lui faire. De lui offrir cette bulle finalement de normalité. C'est ça. Et moi j'ai voulu me mettre à l'écart et elle me dit non mais maman, reste avec nous. Donc j'ai pu en fait profiter aussi de ce moment-là avec eux. Et finalement tu avais ta place de maman, d'ado, encore une fois. Exactement. Et puis Lila, elle était très très famille. Mais quand j'ai eu Lila, j'étais assez jeune, j'avais 25 ans. Et pour l'époque, c'est assez jeune. Et en fait, ma petite sœur, du coup sa tata, elle avait 17 ans quand Lila est née. Donc ses tontons et ses tatas, pour elle, c'était ses meilleurs amis. C'était la famille avant tout. Et les amis, elle laissait peu rentrer ses amis à la maison. Il fallait vraiment montrer patte blanche. Lila, c'était quelqu'un de très intègre et très affirmé dans ses choix. Donc des fois, elle préférait être seule que d'aller vers des personnes qui n'étaient pas en accord avec... ou en tout cas qui n'allaient pas respecter ce qu'elle ressentait. En fait, elle était assez affirmée dans la personne qu'elle était. Oui, complètement. Ouais. Et puis, donc, elle a eu aussi pendant toute la maladie sa meilleure amie, Blanche, qui a été très très présente. Tout en sachant que le papa de Blanche, il est chimiste. Donc oui, il savait bien que Lila n'allait certainement pas guérir. Et Blanche est venue, elle a dormi à la maison parfois avec elle. Et quand Lila est décédée, je leur ai dit à leurs parents, à ses parents, je dis mais merci d'avoir autorisé Blanche à être auprès de Lila pendant tous ces mois en fait, parce que ça allait être compliqué pour Blanche. Ils m'ont dit oui mais ça aurait été pire si on n'avait pas autorisé à être là. Donc voilà, et donc août se passe. J'ai des amis qui se marient, elle passe un dimanche avec nous, très contente d'avoir passé ce dimanche-là, elle en a vraiment profité. Début septembre, rentrée en première, et là elle voulait absolument faire sa rentrée. Donc en seconde elle était à Touchard, en première elle était à Yourcenar, c'était plus pratique, son papa habite juste en face. Et elle voulait pas de fauteuil roulant, donc elle a été avec tous ses cheveux courts, son foulard, sa sonde nasogastrique, son petit ventre gonflé. Elle a été faire sa rentrée en première. Alors elle s'était apprêtée, elle s'était maquillée, elle était belle. Et je me dis mais quel courage quoi. Mais moi à ce moment-là je me dis mais c'est la pire rentrée. Même la petite section c'est rien à côté de ça quoi. J'avais tellement peur qu'on lui fasse mal, qu'on la bouscule, qu'on se moque d'elle.
Et puis tu pouvais pas la protéger. Exactement, ouais, quand elle est rentrée. Alors elle était bien accompagnée avec Blanche, mais ouais, je pouvais plus la protéger. Et ça, pendant la maladie, parfois c'était dur de me dire, mais je suis sa maman et je peux rien faire contre ça. Une fois, elle m'a autorisée à poser ma main sur son ventre et j'aurais tellement voulu lui enlever ce mal qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et je lui avais dit, tu sais, là, j'aimerais tellement prendre ta maladie. Et elle m'avait dit, mais maman, mais il est hors de question que tu dis ça. Moi, je veux pas que tu sois malade. Je peux pas imaginer que tu vives ce que je vis. Enfin, ok, ok, bah je dis plus ça. Et donc, ouais, elle a fait sa rentrée 3 heures assise sur une chaise l'après-midi. Enfin, exceptionnel. Même les médecins, ils en revenaient pas, en fait, de cette force. Et puis, mi-septembre, j'ai ma meilleure amie qui fête ses 10 ans de mariage. Elle y va avec nous quand même. Mais c'était dur. Ça commençait à être dur. Elle commençait à beaucoup saigner du nez en plus. Et là, une semaine avant, on refait les examens, TEP scan, etc. Et la pédiatre qui nous suit d'habitude, elle était en vacances, donc c'est une autre qui nous reçoit. Et donc là, on est tous les 3 dans le bureau de la pédiatre et donc elle dit que bon bah voilà, ça a pas bougé, mais... Et donc Lila, elle a du mal à comprendre, et la pédiatre, parce que vraiment, mais pourquoi faire tout ça pour ça, quoi. Et la pédiatre lui dit, mais tu as bien compris, Lila, que potentiellement ce n'était pas guérissable. Et donc là, Lila, de nouveau, elle dit, non mais moi, je sens pas que je vais pas guérir dans mon corps. Mais nous, là, avec son papa, on a l'impression d'être le jour où on nous annoncerait le cancer. De nouveau, on se prend une claque. Vous entendez vraiment. Ah ouais, là Et donc on descend à l'hôpital à Angers, c'est au 4e étage, au service au Angers pédiatrique, donc on descend au rez-de-chaussée. Et là on voit Lila, parce que elle marchait, elle voulait plus d'ambulance en fait, c'est nous qui faisions sans arrêt des trajets. Elle marchait quand même difficilement parce que son ventre, ça l'a déséquilibré, tout en sachant que pendant toute la maladie, elle a dû avoir 3 ou 4 ponctions de ce liquide, parfois une fois jusqu'à 6 litres quand même. Sachant que c'est plus lourd que du grammage, quoi. Donc, ouais, ça l'a déséquilibré. Donc, on la voit marcher avec son papa, et là, ouais, on sait, on comprend, enfin, mais on se le dit pas. Et en même temps, pendant toute la maladie, des fois, on se disait, mais moi, c'est horrible, je me projette dans sa sépulture. Et Lénie me disait, mais moi aussi, en fait. Mais on arrivait à se dire ça, tous les deux. Donc ça nous permettait aussi de ne pas culpabiliser sur les images qu'on ne peut pas maîtriser à ce moment-là. Et en se disant, mais comment on va faire? Comment on va faire sans elle? Comment on va faire sans sa sœur? Enfin, pour sa sœur, sans elle, quoi. Et là, Lila, elle rentre chez son papa, on continue la garde alternée tout le temps, mais quand elle était chez son papa, elle était... moi, j'allais la voir tous les jours, et quand elle était ici, Lénie venait tous les jours. Et en fait... Lénie m'appelle et me dit, mais elle est en train de bosser sa physique-chimie. Et en fait, ce soir-là, pendant 1h30, elle a bossé sa physique-chimie, elle a pris sa douche, enfin, il y avait besoin de rien lui dire. C'était elle qui avait pris le dessus, parce qu'elle fait sentir qu'on était mal, nous, à ce moment-là. Et donc, voilà, le mois de septembre se passe, elle arrive à faire 1 ou 2 cours, c'est difficile, mais elle essaie d'y aller. Et fin septembre, ça devait être là à peu près, en plus ça, ces dates-là, le samedi ou le vendredi, parce qu'on avait l'évidence le mardi et le vendredi. Le vendredi, en fait, on se rend compte que ces taux de potassium, tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on décide, enfin les médecins décident d'enlever ça en disant, elle a plutôt des bons taux, donc on va essayer de la soulager de ça. Ok. Et puis, dans la nuit du vendredi au samedi, sa sonde se bouche. C'était pas la première fois, grâce au coca et à l'eau chaude. Voilà, on arrive à lui déboucher, mais pour elle, c'était horrible parce que bon, ça débouchait, ça faisait un truc dans le ventre. Voilà. Sauf que, à un moment, elle vomit, donc elle perd sa sonde, donc il faut retourner à l'hôpital pour lui remettre sa sonde. Les médecins disent, ça peut attendre demain. Donc le samedi, on retourne à l'hôpital.
Et voilà, ça va à peu près. Le dimanche se passe et puis le dimanche soir, elle était pas bien. Enfin, sa sonde se bouge de niveau et moi, donc Lénie à 22h30, il n'arrivait plus à la déboucher. Donc je retourne, je vais chez lui, je lui débouche la sonde, je rentre à la maison. Je lui envoie un message et je lui dis je sens que Lila glisse, je le sais, elle est en train de partir notre fille. Il me dit mais non, regarde, là ça va mieux ce soir. Je lui dis je peux pas te dire pourquoi, mais je sais Lila, elle est en train de partir. Et puis le mardi, on retourne faire le. Donc je dis à Lila, en partant, je dis tu sais ma chérie, si tu te sens pas bien, on peut retourner à l'hôpital, il n'y a aucun souci, si tu te sens mieux à cet endroit-là, on y va. Elle me dit non maman, ça va, t'inquiète pas, ça va mieux. Okay. Le mardi, on fait le bilan sanguin et là, tous les taux augmentent. La bilirubine, dont ça va parler, voilà, des taux qui explosent partout, donc ils décident de lui faire un scanner en urgence. Et donc elle reste donc comme elle était grosse chute de potassium, il fallait qu'elle soit perfusée et qu'elle soit en observation, donc elle reste au service pédiatrique du Mans pour la première fois à dormir là-bas. Donc moi je reste avec elle ce soir-là, et puis le mercredi, donc scanner d'urgence. Et là, ils auront un mini espoir, ils attendent un petit peu, ils disent peut-être qu'on va pouvoir passer à l'immunothérapie, mais on ne sait pas. Mais on sent que c'est pas bon, quoi. Et donc le mercredi midi, on rejoint Janelle qui est rentrée du collège et là on lui dit que Lila, ça va vraiment pas, qu'elle est hospitalisée, que ça va être très très compliqué, qu'on attend les derniers résultats. Et le mercredi après-midi, donc la pédiatre était dans la chambre avec nous. Il y a ma sœur qui arrive de Savoie à ce moment-là, parce qu'au départ on était censé se faire un week-end sur Tours. Elle vient plus tôt. Et puis et la pédiatre, avant que ma sœur et Janelle soient vraiment là, j'ai du mal des fois à me prostituer dans le temps, elle nous explique que son foie est en train d'arrêter de fonctionner et qu'il n'y a plus de traitement. Mais Lila, elle dort à moitié à ce moment-là, donc elle n'entend pas vraiment. Puis tout d'un coup, elle se relève. Ça doit être un peu plus tard dans la journée. Parce que moi, très vite, je dis, mais est-ce qu'on va pouvoir mettre de l'hôpital à domicile en place? La pédiatre, elle dit non, ça risque d'être compliqué, il n'y a pas assez de temps. Voilà, mais ça reste évasif, on comprend, mais on n'a pas trop envie de poser des questions. Et puis Lila se réveille, et à ce moment-là, il y a ma sœur, il y a Janelle dans la chambre, la pédiatre que vous. Et la pédiatre lui dit, mais Lila, est-ce que tu as compris ce qu'on s'est dit avec papa et maman tout à l'heure? Elle dit, j'ai compris que mon foie ne fonctionnait plus et que sans foie, en fait, on ne pouvait pas vivre. Donc elle lui dit, est-ce que je vais mourir? Et là, la pédiatre, elle lui dit, oh oui Lila, tu vas mourir. C'est question d'heures, de jours, on ne sait pas trop. Et à ce moment-là, elle me regarde Lila dans les yeux, elle me dit, mais maman, je ne peux pas mourir, j'ai 16 ans, on ne meurt pas à 16 ans. Et là, je lui dis, ma puce, on t'a toujours promis qu'on serait honnête avec toi. Donc si tu vas mourir, j'aimerais tellement pouvoir te dire autre chose. Mais on va être là jusqu'au bout, tous ensemble. Et on va faire en sorte que ton départ soit le plus beau possible. Et en même temps, j'ai Janelle qui fait à moitié un malaise en entendant ça. Et il y a ma sœur, heureusement, qui est là. Et qui me voit en fait osciller entre Janelle, Lila, je sais plus, vers qui il faut que je m'occupe des deux quand même. Et puis donc ma sœur elle me demande si elle peut prendre en charge Janelle. Je lui dis oui vas-y. Lénie qui est là aussi, mais. Et là Lila, elle sort un cri, mais elle hurle en fait, de douleur quoi. Et elle s'endort. Et donc quand elle se réveille, moi j'avais quand même compris que, avant même qu'elle nous dise qu'il n'y avait plus de traitement, parce qu'ils avaient dit non, on ne va pas lui remettre sa sonde. Donc c'était un signe que s'il ne remettait pas sa sonde. Et sachant que c'était vital quand même pour elle. Et donc on lui demande si elle veut qu'on fasse venir les amis, la famille.
Et elle nous dit que oui. Et donc en face de sa chambre, les soignants ont organisé une chambre pour que ça fasse un salon avec à manger, à boire, des canapés. Et donc là, on appelle nos amis, notre famille, pour leur dire, là, en fait, il faut venir dire au revoir à Lila. Et donc avec Lénie, à partir de ce moment-là, on est tout le temps restés à l'hôpital, tous les deux. Et moi, pendant toute cette période-là où elle était malade, j'écrivais et j'avais créé un groupe WhatsApp avec toutes les personnes qui voulaient avoir des nouvelles de Lila, parce que pour moi, c'était trop compliqué de donner des nouvelles fois, je sais pas, on va être 250 quand même sur ce groupe. Avec un petit ton humoristique, que je disais que quand on allait à Angers, on allait en Thalasso, j'essayais de dédramatiser les choses. Et donc là, nos amis les plus proches, notre famille est venue voir, et on a fait en sorte qu'ils aient tous un temps avec Lila. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, elle commençait à avoir du mal à parler, son teint était de plus en plus jaune, ses yeux jaunes, ses veines ressortaient de plus en plus. Mais elle a sa meilleure amie qui est venue la voir. Enfin, vraiment, les personnes qui étaient importantes pour elle ont pu venir la voir. Et chaque personne a pu nous remercier en nous disant mais merci de nous avoir donné ce temps-là. Et le vendredi, 4 octobre, Janelle a passé la journée avec sa sœur dans la chambre. Alors nous, entre-temps, avec son papa, nous on dormait là-bas, tout en sachant que nos conjoints respectifs géraient énormément. Enfin, c'est aussi grâce à eux qu'on a pu être le couple parental qu'on est aujourd'hui. Et d'ailleurs, on les a remerciés en disant mais merci de nous avoir permis d'être auprès de Lila comme ça pendant 7 mois, parce qu'on savait qu'à la maison, ils allaient gérer avec leur peine à eux, de beau-père et de belle-mère, qui n'est pas si simple non plus, de s'occuper de Janelle. Et finalement, c'était tout cet entourage aussi qui portait. C'était un couple parental extensif. Exactement. En fait, pour nous, c'était Lila, on lui disait, t'es en haut de la pyramide, en dessous, il y a papa, il y a moi, après il y a ta sœur, il y a nos conjoints respectifs, et après la famille, les amis, tout le monde en fait nous porte, et toi t'es en haut, quoi, t'es en haut de la pyramide. Et ça, on l'a senti tout le temps, tout le monde est venu nous voir, nous apporter. J'ai des amis qui venaient tous les dimanches nous apporter à manger, et chez Lénie, et chez moi. On a eu plein de cadeaux, plein de marques d'affection. J'ai ma voisine d'en face, il n'y a pas un jour, elle ne m'a pas envoyé un message juste pour me dire je pense à toi. Et en même temps, vous avez toujours été là pour eux aussi, puisqu'à travers Lila, vous avez permis aussi qu'ils soient là pour Lila. Exactement. On a sollicité tout l'amour que les gens étaient prêts à nous donner pour continuer à être debout pendant tous ces mois, et même après. Et donc vendredi, donc Janelle, elle passe cette journée-là. Et nous, le vendredi, Lila, en fait, comme ses organes arrêtaient au fur et à mesure de fonctionner, même du coup pouvoir aller à la selle toute seule et tout, ça devenait compliqué. Sauf que en fait, elle voulait pas de couche. Et à travers, elle parlait plus, mais à travers ses grands yeux, j'arrivais à comprendre ce qu'elle voulait me dire. Et elle a réussi à aller une dernière fois aux toilettes sur le Montauban, avec ma force des bras et les infirmières, mais elles n'en revenaient pas, mais c'est incroyable. Et le vendredi, il y a eu vraiment un très beau moment où du coup elle était avec sa sœur dans la chambre, il y avait Lénie, moi et nos conjoints respectifs. Et puis je lui dis mais est-ce que tu veux dire à ta sœur que tu l'aimes? Alors elle arrivait juste à dire oui, donc elle me disait oui, ok. On y va, t'es prêt? Tu veux à travers moi faire une déclaration d'amour? Oui, ok. Parce qu'elle m'avait dit là, par contre maman, je te préviens, je veux pas que tu pleures. Donc je lui avais dit, je ferai ce que je peux. C'est pas facile, mais je ferai ce que je peux. Et donc je lui avais dit, mais est-ce que tu veux dire à ta sœur qu'elle est belle? Oui. Est-ce que tu veux dire que t'es fière que ce soit ta petite sœur? Ouais, oui. Parce qu'elle disait oui, je sais pas, ouais, j'aime bien. Est-ce que tu veux que je dise à ta sœur que tu veilleras toujours sur elle? Oh oui. Et ça a été un moment mais suspendu d'amour. Et on voyait tellement l'amour de Lila dans ses yeux, dans
ses grands yeux bleus. Et dans la nuit du vendredi au samedi, dans la nuit du jeudi au vendredi, c'est encore à peu près confiance. Avec Lénie, dans la nuit, on a remis notre chanson de mariage. Et on lui a dit, bah, profites-en bien, on te fait un cadeau, et tu seras la seule à le voir. Et on a fait un slow, tous les deux, on lui a offert cette danse. Et vers 6h30 du mat, le vendredi matin, un moment, elle s'est réveillée. Puis elle m'a dit, oh, maman, oui, je t'aime. C'est la dernière fois que j'ai entendu me dire je t'aime. Mais il était pour moi. Et dans le cadeau qu'elle a pu me faire. Et donc force, Ouais. finalement jusqu'au bout, cette ça. affirmation, cette volonté. Ouais. Et puis, dans la nuit du vendredi au samedi, donc à 22h30, tout le monde avait pu voir Lila, Janelle elle était rentrée, et du coup on a envoyé un message à tout le monde en disant écoutez, bah, si vous revenez à l'hôpital maintenant c'est pour nous, mais vous ne reverrez plus Lila, par respect pour elle, elle n'accepterait pas que vous la voyiez comme ça. Donc si vous venez c'est pour nous. Et du coup dans la nuit du vendredi à samedi, les infirmières elles avaient mis un lit de chaque côté pour qu'on puisse être auprès de Lila. Donc autant dire qu'on n'a pas dormi de la nuit, qu'on a peu mangé ces jours-là, parce que c'était absolument pas notre priorité. C'était de passer le plus de temps possible avec notre fille. Et puis, dans la nuit du vendredi au samedi, ça commençait à vraiment pas aller bien, donc elle a commencé à... Parce qu'elle voulait pas de morphine, là. Donc elle en a eu toujours dans l'espoir de guérir, je pense, et de se dire je veux pas être accro aux médicaments. Donc dans la nuit, donc à 2h du matin, elle a accepté enfin d'avoir de la morphine parce que ça devenait trop difficile pour elle. Et puis il y a eu des beaux moments où moi je l'ai, à un moment elle avait du mal à respirer, alors ils nous ont expliqué que ça allait pas lui faire mal, mais que ça pouvait être compliqué pour elle psychologiquement à gérer. Donc de nouveau, je l'ai emmenée, alors je lui ai fait faire des exercices de respiration. Je lui ai dit, tu te souviens Lila, on fait comme on faisait à l'hôpital, on y va. Allez, on inspire sur 1, 2, 3 et on expire. 1, 2, 3. Et là, tout d'un coup, on fait 1, 2, 3, 1. Et là, je regarde les affaires, je dis, mais elle compte. Elle me dit, oui. Elle me dit, mais vous êtes connecté à votre fille, c'est incroyable. Et puis, vers 5h du matin, quand même, là, ça commençait, ça l'avait vraiment aidé à retrouver un souffle, mais ça commençait vraiment à être difficile. Donc là, je l'ai emmenée, je me suis dit, allez, je tente une dernière hypnose. Donc je l'ai emmenée à Bali, comme elle avait l'habitude, mais en la laissant sur la plage, en lui disant, écoute, maintenant, toi, tu vas aller là-bas et on te retrouvera. Et je sais pas avec quelle force, mais en fait, elle a réussi à sortir ses bras, comme si, parce que je la faisais imaginer flotter sur l'eau en fait, comme si elle flottait sur l'eau, enfin c'était, encore une fois, une force incroyable. Et après je lui ai dit, tu sais, il y a 2 ans, j'ai fait un marathon, tu étais là avec ta sœur, vous m'avez tenu la main pour aller sur la ligne d'arrivée. Là c'est ce qu'on fait avec papa, on te tient la main et on va t'accompagner et tu franchiras la ligne d'arrivée toute seule. Et derrière, ce sera beau. Il n'y a que toi qui verras ça. Nous, on ne sait pas, mais tu verras quel épanouissement tu auras à ce moment-là. Et son papa lui a dit, tu sais Lila, faut plus que tu t'inquiètes pour nous. On te promet, on sera heureux. Ce ne sera pas toujours facile. Et on va bien prendre soin de ta petite sœur. Et à ce moment-là, elle a commencé à arrêter de respirer. En fait, moi, je lui donnais la main. Je lui caressais les cheveux, et comme je sentais qu'elle était en train de partir, Lénie, je lui dis, prends-lui la main, tu vas voir, elle te la serre, en plus elle serrait vraiment. Et moi je lui caressais les cheveux. On avait mis une musique, elle aimait bien Clio, la chanteuse Clio. Et au bout d'un moment, Lénie m'a dit, alors il y avait toujours une soignante avec nous, on ne voulait pas être tout seul à la fin. Et en fait, Lénie m'a dit, ça y est, elle est en train de partir. Et effectivement, on voyait son souffle. Enfin, elle prenait de plus en plus de temps entre son inspiration et son expiration. Et elle est partie à 9h00.
le jour de la Sainte Fleur. Et à ce moment-là, moi j'ai hurlé, mais j'avais l'impression qu'on m'arrachait tout à l'intérieur de moi. Et en même temps, cette forme de soulagement en se disant, elle a plus mal, quoi. Et quand on vit ça, on n'a plus peur de la mort après. Moi, je me dis, j'ai accompagné ma fille jusqu'au dernier souffle. Le reste, ça se fera en fait. Et tout de suite après, il faut faire toutes les démarches. Alors le maître de cérémonie, c'est un ami à nous, donc tout de suite, on a appelé Mathieu et puis il nous a aidés à tout gérer. On a été extrêmement bien accompagnés de toute façon tout le temps. Et donc toute cette démarche, la sépulture, on voulait qu'elle soit belle, à son image, apaisée. Et vraiment, c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense. Déjà, elle a été 1 semaine dans la chambre funéraire, donc on a pu aller la voir 1 semaine. Les métiers qu'ils font, mais en fait, quand on est retourné la voir, on avait l'impression qu'Hila avait pris 8 mois, 7 mois, sans la maladie, quoi. Et elle était tellement belle. Et donc la sépulture, c'était le 11 octobre 2024. Et ouais, on a fait une belle cérémonie. Il y avait près de 700 personnes. Et moi, j'ai fait un discours que j'ai lu en disant que elle aimerait pas savoir qu'il y ait autant de personnes tournées autour d'elle. Voilà, mais elle a vraiment eu... ouais, c'était beau. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais on est venu très très angoissés à la sépulture. Et tu as réussi à nous apaiser. Cette force qu'avait Lila, aussi, exactement. que tu as réussi à avoir aussi pour ce moment-là. Pour elle, pour sa sœur, qui mérite qu'on soit heureux pour elle aussi, en fait. Et ouais, ça a été... quand on vit ça, le reste après, ça permet de prendre du recul, ça permet de... et puis de toujours, moi j'ai toujours sollicité tout notre entourage, tous nos amis, et honorer Lila. Honorer Lila, c'est vivre le plus joyeusement possible en fait. Alors aujourd'hui, ça fait presque 1 an, tu disais. Comment ça s'est passé pour toi cette année et comment tu as fait toi pour garder cette force que tu as eue à la sépulture et comment tu as fait toi pour tenir et pour être avec moi aujourd'hui et pour pouvoir en parler, pour pouvoir nous partager cette histoire? Eh bien, j'ai répondu à déjà toutes les sollicitations de nos amis, de nos familles, d'accepter toutes les marques d'amour. Ça c'est mon leitmotiv. Vivre, c'est la plus belle façon d'honorer Lila. Je lui ai promis que j'abandonnerai jamais, donc je tiens cette promesse. Je suis en train d'écrire un livre sur son histoire, une autre histoire, que j'aimerais publier en février 2026 parce que c'est le mois de lutte contre tous les cancers et la vie fait qu'il s'appelle Février Lila. J'ai très vite sollicité une art thérapeute, Julia, qui a une grande sensibilité et qui a su être là à ce moment-là pour moi. Donc là, en ce moment, j'en ai moins besoin, mais elle m'a aidée à structurer mes écrits. Donc ça, c'est une chose. La kinésiologie. Voilà, moi, dès septembre, du coup, j'ai été mise en dispo de droit pour enfants malades. Et je me suis mis à... Alors que Lila était encore dans les soins, je me suis mis à réexercer. Ça me permettait vraiment de sortir de mon quotidien, d'être à l'écoute de l'autre, de pouvoir prendre soin de l'autre aussi autrement. En tout cas, pendant quelques instants, quelques heures, mon esprit était vraiment tourné sur l'autre. Et j'étais plus moi dans ce que j'étais en train de vivre. C'était une vraie soupape pour moi. Je cours beaucoup.
J'ai fait un marathon dimanche, voilà, avec ma maman. Et avec un t-shirt pour Lila. Avec un t-shirt pour Lila, avec des photos de Lila où j'avais écrit Je cours pour Lila, t'honorer au-delà du réel. Donc voilà, en disant qu'elle était là quelque part, mais la course à pied c'est un vrai exutoire. J'aimerais vraiment pouvoir faire un run événement, c'est-à-dire réunir de façon joyeuse toutes les personnes qui sont là pendant la maladie, mais après. Je me suis engagée dans le réseau Sarthe Entrepreneuse, initié par Marie Heurtaud. Ce réseau dans lequel j'ai fait de très belles rencontres. La preuve, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et ça, moi, ça me porte aussi de rencontrer d'autres femmes qui ont des histoires extraordinaires aussi. Et puis de m'engager pour l'autre, de faire des rencontres. Donc il y a des rencontres qui ne m'ont pas connues pendant la maladie de Lila, mais qui sont importantes pour moi aujourd'hui. Le lien, les sorties, les amis, les rencontres. Continuer à parler de Lila. Voilà, ça c'est très important pour moi qu'elle puisse être. C'est pour ça que ce livre est important parce que j'ai envie qu'on continue à la connaître, même si elle n'est plus là physiquement. Tu veux continuer à la faire vivre d'une autre manière. Exactement. Voilà, mes combats à mon échelle, la loi du plomb, c'est quelque chose qui m'a révoltée. Donc j'ai été contactée suite à une lettre ouverte que j'ai faite par différents journaux pour expliquer ça. Et suite à cette lettre-là, j'ai été contactée par la maman de Clémentine Vergniaud. Clémentine Vergniaud, c'était une journaliste qui travaillait chez France Inter et qui est décédée de la même maladie de Lila en décembre 2023, elle avait 31 ans. Et sa maman a créé une asso qui s'appelle Espoir Voivilière. Parce qu'en France, il n'y a aucun argent public pour la recherche contre ce cancer-là. Ce ne sont que des fonds privés. Sauf que c'est un cancer qui est en train d'exploser aux États-Unis et probablement bientôt en France. Donc il y a des fonds qui s'appellent Fonds Clémentine et l'idée, à travers ce run événement aussi, c'est de pouvoir contribuer à ces fonds-là. Parce qu'elle travaille beaucoup avec des chercheurs autour de ce cancer. Et puis je vis, je m'occupe de Janelle. Là, par exemple, le 5 octobre, donc ça fera 1 an, on va se réunir avec son papa, nos parents respectifs, les parents de nos conjoints, les tontons tata, les meilleurs amis de Lila, et on va aller manger au resto tous ensemble. Parce qu'être ensemble, c'est toujours moins difficile que d'être tout seul. Et à chaque événement qu'il y a eu, donc Lila est décédée le 5 octobre 2024, le 28 octobre c'était l'anniversaire de sa sœur. Donc première épreuve rapide. Donc voilà, on s'est réunis, nos 2 familles ensemble. Et ça c'est la force de Lila, c'est elle qui nous permet ça quelque part aussi. Sans elle, on ne ferait pas ça. Donc ça c'est important. Quand Lila, le 11 mars, c'était son anniversaire, de nouveau on s'est tous réunis de cette façon-là. Voilà, moi je continue aussi à travailler. Janelle a repris l'école début novembre, donc pour lui montrer l'exemple, il fallait aussi que je reprenne mon activité de kinésiologue, qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que cette épreuve me permet d'être très compatissante. Je pense que j'ai été déjà avant beaucoup, mais là de comprendre, même de comprendre les traitements, par quoi les gens passent et par quoi passent les gens qui accompagnent les gens malades aussi. Tu as cette connaissance maintenant de la maladie, de l'aidant aussi, et finalement de tout l'entourage et de notre regard. De pouvoir en parler pour pas que ce soit un tabou, pour dire que bah oui, la maladie existe, la mort existe, mais on peut continuer à être debout. Là, quand j'ai fait le marathon dimanche, hier je suis allée déposer ma médaille sur la tombe de ma fille. Puis de continuer à en parler, elle est partout, en photo à la maison. Et puis je suis très proche de ses amis aussi, qui sont quand même souvent à la maison, des goûters. J'essaie d'être des conseils pour eux et en même temps, parce qu'à 16 ans, perdre leur meilleur ami d'un cancer, ça leur enlève aussi à eux toute leur insouciance. Et son meilleur ami à la sépulture Soleiman, devant 700 personnes, a dit
ces phrases très fortes. Il a dit, tu sais Lila, quand... Alors, il se connaissait depuis la maternelle. Il dit, tu sais Lila, quand on est adolescent, on passe beaucoup de temps à rire pour des futilités et on se dit pas à quel point on s'aime. Et moi, je voudrais dire, Lila, que je t'aime. Et là, je me suis dit, waouh, t'es courageux. Et ouais, il y a plus d'un adulte qui a besoin de tirer cette leçon aussi, là. Et en même temps, c'est un écho avec toute ton histoire. L'amour, je trouve que c'est ce qui fait tout le long de ton histoire. Exactement. De ton vécu, hein, de ce chemin, finalement, l'amour a toujours été là. Tout le temps. De différentes manières, mais toujours. Et c'est comme ça que je fonctionne, moi. Je fonctionne toujours avec le cœur. Je pense que je suis assez intuitive. Mais c'est mon cœur qui me guide pour tout, en fait. Et j'ai foi, j'ai confiance aux autres, en l'être humain. Et puis, il y a quand même aussi tout un suivi psychologique que je continue pour moi, de travailler sur moi. Alors, parfois, on parle de Lila, parfois pas. Mais cet accompagnement est important. Je prends soin de moi. Je prends du temps pour moi. Ce qui est nouveau, c'est que j'organise ma vie personnelle et après je cale ma vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau pour moi parce que avant d'être kinésiologue, j'étais dans l'éducation nationale, j'ai été directrice 4 ans d'une mutuelle et je travaillais énormément. Je faisais des choses après pour moi, mais jusqu'au jour où je me suis fait une double fracture à la cheville qui a fait que j'étais obligée de m'arrêter. Et d'ailleurs, Lila m'avait dit, parce que cet accident, il était en montagne, et Lila était présente. Et elle m'avait dit, mais maman, moi, la seule fois où j'ai eu peur de mourir, c'est quand on a eu l'accident en montagne. Et je me disais, ouais, c'est que ça avait été assez traumatisant ce moment-là. Et puis, essayer de voir dans chaque épreuve une belle chose, en fait, parce que quand même, en mars 2024, on apprend que ma fille a un cancer. Je perds ma grand-mère en mai 2024, c'est plus dans l'ordre des choses, quand même. Et en juillet 2024, j'apprends que ma petite sœur de 32 ans a un cancer aussi. C'est ça. Donc, voilà, à chaque fois, il faut trouver la force de rebondir et de trouver une raison. Mais j'ai rarement eu de la colère ou un sentiment d'injustice. J'ai rapidement accepté ce qui se passait pour nous en me disant de toute façon ce qu'on va devoir le vivre, on va devoir le vivre. Donc autant que ce soit dans la joie, ce sera toujours moins difficile que si on est tout le temps dans la peine. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est là parfois, mais d'essayer de ne pas se plaindre. D'être au clair finalement avec toi-même, avec tes émotions. Oui. De savoir les identifier quand elles sont là, de les accueillir, de les écouter pour les vivre et puis finalement éviter que ça reste. Exactement. Et puis de dire quand elles arrivent, je les accueille et puis j'attends que ça passe. Mais il y a des moments où la douleur elle revient comme un coup de poignard dans le dos, à un moment auquel on ne s'attendait pas du tout. Puis il y a des moments où on se dit ça va être compliqué et puis ça passe. Donc j'essaie de pas trop anticiper. Je sais que là cette semaine, on va être dans les J-7, -6, -5, mais je veux dire, chaque jour l'un après l'autre, avec des choses un emploi du temps chargé. Ah oui, si quand même, il faut quand même que j'avoue que j'ai un emploi du temps très très chargé, que j'ai besoin de combler ce vide. Même si j'arrive de nouveau à être chez moi, des fois, à rien faire. Voilà, ça... Mais tu es aussi dans cette prise de conscience finalement. Oui. D'occuper ce temps et de pouvoir petit à petit te décharger. Oui. Alors moi j'ai une chance, c'est que je dors toujours très très bien. Alors sauf quand on a appris qu'il allait tomber malade et les jours avant son décès, mais autrement j'ai un très bon sommeil, donc je pense que ça m'aide aussi beaucoup à gérer mes émotions. Je n'ai pas de problème d'alimentation, j'aimerais bien un peu, mais j'en ai pas. Donc, et puis vraiment d'être entourée aussi de belles personnes, de se nourrir les uns des autres et puis de pouvoir parler, véhiculer de la force de Lila. Ça c'est... La psy m'a dit une fois, mais pourquoi vous faites tout ça, Mme Le Chat? Je lui ai dit, mais moi je suis missionnée en fait. Je dis, je peux pas penser que Lila, elle a vécu tout ça, que nous on ait traversé ça et qu'on traverse tout ça pour rien en faire.
J'ai trouvé ma vie, elle aurait plus de sens. Et puis il y a Janelle. Voilà. Et elle mérite, elle est courageuse aussi. C'est difficile pour elle des fois d'être seule, sachant que elles sont tout le temps habituées à être toutes les deux, tout le temps. Donc, mais on communique, c'est tellement important. Puis si on n'a pas toujours les bons mots, on en charge d'autres. On s'excuse. Mais c'est deux mots, communication et amour, finalement. Ouais. C'est ça ton cheminement. Ouais, vraiment. Et aujourd'hui, qui es-tu? Aujourd'hui, je reste une maman, avant tout, avec, comme j'ai pu le dire dans ma présentation, avec 2 filles, dont une qui est décédée. Une qui est là physiquement et une qui est plus là spirituellement. Hier, j'ai dit à la psy, je suis apaisée. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. Je suis à ma place. Je suis une femme épanouie. Je l'ai peu cité, mais j'ai un conjoint qui est exceptionnel. Je suis une sœur, je suis une fille aussi. Je suis une battante. Je suis une battante et on m'a dit il n'y a pas longtemps, t'es unique Stéphanie. Alors, comme on me l'a dit, je peux pas le rejeter, donc j'accepte. Oui, je suis unique, je pense comme tout à chacun, mais tu vois, t'es unique, t'es quelqu'un de rare. Et inspirante, c'est souvent ce qu'on me dit, que je suis assez inspirante. Mais surtout, je suis moi et je suis pleinement en accord avec les choix que je peux faire. Et ça m'a vraiment appris ça, en fait, de poser mes limites, de dire oui, de dire non. Et puis malgré tout le malheur de vivre sans notre fille, sans ma fille, je suis heureuse. C'est pas toujours évident, mais je suis heureuse et optimiste. Tu t'es remis au centre de ta vie aujourd'hui. Du coup, tu peux avoir aussi des beaux moments, des belles émotions et te sentir heureuse. Exactement. Moi, la plupart du temps, je suis dans la joie, quoi. Puis toujours avec mon petit rayon de soleil là qui vient me réchauffer. Mais je suis pleinement dans ma vie. Et je suis plutôt dans la vie que dans la survie, donc c'est bon signe. J'ai dit à la psy un jour, j'espère que j'arrêterai de vivre pour Janelle, pour Lila, mais pour moi. Je crois que je suis sur le bon chemin. Tu as cet objectif-là. Oui. Merci. Merci à toi. Merci.